tarder, on reçoit notre première présentation qui est celle de Quentin Moreau, intitulée « L'utilisation de partenaires virtuels pour étudier les interactions sociales ». Pour le présenter, Quentin Moreau est chercheur postdoctoral en neurosciences sociales. Il a réalisé son doctorat à Rome en Italie et fait maintenant partie du laboratoire de psychiatrie de précision et de physiologie sociale dirigé par le professeur Guillaume Dumas au CHU Sainte-Justine à l'UDM. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Bonsoir à tous et merci de l'invitation. Alors, non. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on utilise les partenaires virtuels pour étudier les interactions sociales en neurosciences. Alors, tout d'abord, c'est quoi les interactions sociales ? Bon, je pense que vous avez tous à peu près une idée de ce que c'est, mais c'est toujours bien de définir le propos. Alors, les interactions sociales, ce sont tous les comportements verbaux et non verbaux qui sont faits en présence et en fonction des autres. Et depuis le début de la vie, pour les nourrissons, les interactions sociales sont nécessaires à la survie, tout d'abord, et ensuite au développement cognitif et émotionnel. Et puis, à l'âge adulte, les interactions sociales sont importantes pour notre santé mentale, et puis pour la résolution de problèmes, pour la communication. Et en général, les interactions sociales sont utiles à naviguer dans notre environnement. Et donc moi, en tant que chercheur en neurosciences, le but, c'est de comprendre comment le cerveau traite ces informations sociales. On essaye aussi de comprendre les comportements qui font de nous des êtres sociaux. Et le but dernier de neurosciences, c'est quand même d'identifier des réseaux cérébraux et des corrélats neuronaux qui participent en fait à toutes les actions sociales que l'on performe tous les jours. Et un des rôles dans tout ça, c'est aussi de comprendre la complexité de ce que c'est une interaction sociale et puis essayer de réduire un peu la complexité pour après redonner à la société des explications un peu plus claires. Alors maintenant que je vous ai bien expliqué avec des belles images libres de droit ce que c'était l'interaction sociale, je vais vous montrer la réalité d'un laboratoire. Alors pour nous, les chercheurs, jusqu'à il y a 10 ans, l'interaction sociale, ça s'étudiait comme ça. C'est-à-dire une personne dans un environnement très froid, avec un truc sur la tête, devant un ordinateur. Donc on n'est pas fou, mais pour l'instant, enfin jusqu'à présent, c'était à peu près l'idée ce qu'on avait de comment étudier proprement les comportements sociaux en laboratoire pour les neurosciences. Après, il y a des gens qui se sont posés des bonnes questions et qui se sont dit, ça ressemble pas trop à une interaction sociale, ça. Donc, bien vu. Et en fait, à partir de ce corrélat-là de l'interaction sociale, ça ne peut pas s'étudier comme complètement dans un environnement complètement isolé. On a commencé à réfléchir à comment vraiment étudier l'interaction sociale tout en gardant la rigueur scientifique qui est nécessaire à l'étude scientifique. Donc à l'époque, en 2013, il y a même des gens qui vont appeler l'interaction sociale la matière noire des neurosciences, tellement on ne savait rien parce qu'on n'était pas capable de reproduire en laboratoire ce que c'était vraiment le cœur de l'interaction, c'est-à-dire une dynamicité, un engagement des participants, et puis en fait, ça paraît bête comme ça, mais plusieurs personnes. Alors, il y a eu plusieurs réponses à ces problèmes, à ce constat qu'on ne savait pas étudier les interactions sociales. Et la première, ça a été de commencer à développer des paradigmes expérimentaux à plusieurs personnes et enregistrer le cerveau des personnes qui interagissaient. Donc ça s'appelle des protocoles d'hyperscanning. Et le premier qui a fait ça à Rome, c'était Babyloni. Et il a enregistré le cerveau de 4 personnes qui étaient en train de jouer aux cartes. Donc là, on est toujours en laboratoire, mais on retrouve un peu quelque chose qui ressemble quand même à une interaction sociale. Il y a eu d'autres personnes qui ont enregistré 2 personnes en train de jouer de la guitare pour étudier la coordination musicale et comment on arrivait à improviser musicalement, qui est quand même quelque chose de très social. Et le résultat de tout ça, des protocoles en hyperscanning, quand on regarde l'activité cérébrale de toutes les personnes impliquées dans l'interaction sociale, et ben en fait, on observe une relation de synchronie inter-cerveau, c'est-à-dire qu'on va réussir à... je
sais pas ce qui se passe. Ah non. On va réussir quand on va extraire le signal et qu'on va regarder comment le signal évolue en fonction des personnes impliquées, et ben on va voir qu'en fait on se synchronise. Un peu comme quand peut-être que vous décrivez être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, et ben nous expérimentalement on arrive à reproduire ce genre de corrélat-là. Et l'hyperscanning c'est très bien, et j'en fais, et j'en suis très fan. Et le seul petit bémol, c'est le contrôle expérimental. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez déjà fait vous avez déjà participé à une expérience en neurosciences, mais donc nous, en tant que chercheurs, le but c'est de créer une expérience qui va vous faire faire un genre de comportement que nous on veut étudier. Et puis en général, vous allez penser être plus intelligent que le chercheur, et souvent c'est le cas. Et donc vous allez essayer de contourner l'expérience, de trouver la petite bête, tout ça. Et si on multiplie ça par 3, 4, 5 personnes qui interagissent, et ben en fait on perd pas mal de contrôle. Donc une des solutions qui a été aussi exprimée par rapport au constat initial de on ne sait pas étudier les interactions sociales, c'est qu'on va on va créer des paradigmes expérimentaux qui prennent en compte la réalité interactive, mais dans l'autre sens, on va garder du contrôle expérimental, et pour ça, on a utilisé des partenaires virtuels. Alors les partenaires virtuels sont des genres de petites choses comme ça là, qui vont ressembler à des humains, sauf qu'en fait c'est complètement virtuel, c'est des algorithmes derrière, et que nous on a créé pour qu'ils se comportent comme nous on l'entend, pour en fait garder un maximum de contrôle expérimental. C'est-à-dire que d'un côté on a un participant réel qui interagit, et puis nous on a un contrôle expérimental parce qu'on arrive à créer des choses qui font qui arrivent à reproduire exactement ce qu'on veut en expérience. Les partenaires virtuels, ça peut être mis sur un écran, mais aussi ça peut être mis en réalité virtuelle. Donc voilà, l'importance d'avoir des partenaires virtuels en interaction sociale, c'est qu'on a un contrôle expérimental, et c'est surtout qu'on arrive à étudier des comportements spécifiques, parce que en hyperscanning, c'est compliqué de contrôler ce que tout le monde fait, et en fait, on n'arrive pas à étudier des comportements spécifiques. Par exemple, moi, pendant ma thèse, j'aimais bien étudier la réaction que l'on avait à l'erreur que l'autre faisait. Et ça, c'est compliqué à reproduire de façon systématique dans l'expérience. Alors, j'ai designé une tâche que je vais vous montrer en vidéo, où en vidéo. Où mes participants étaient mis dans un environnement de réalité virtuelle. Ils étaient en train d'interagir avec leur propre corps, un truc qui leur ressemblait. Et en fait, en face, ils devaient essayer de presser des boutons en synchronie avec un partenaire virtuel. Sauf que de temps en temps, le partenaire virtuel, il faisait des choses d'inattendues. Ça fait un peu comme quand quelqu'un vous passe le sel et puis qu'en fait, il le lâche au dernier moment, et que vous devez non seulement détecter, puis en plus vous adapter. Ça, c'est des interactions sociales qui sont en réaction à une erreur de la part de ton partenaire. Et moi, j'ai essayé de répliquer ça en réalité virtuelle. Donc ça, ce serait impossible à réaliser avec des protocoles d'hyperscanning. C'est bon pour la vidéo. Merci. Petit rappel. Voilà, donc les partenaires virtuels, c'est aussi très bien, mais il y a quand même des limites à tout en science, c'est comme ça qu'on se définit. Et une des limites que je vais vous présenter maintenant, ça s'appelle le Uncanny Valley, ou en français ça s'appelle la vallée de l'étrange. J'ai essayé de vous l'expliquer grâce à un graphique assez simple. On va partir sur l'axe des X, l'apparence humaine, donc à quel point le partenaire virtuel qu'on va créer ressemble à un humain. Et puis sur l'axe des Y, on a le degré de familiarité, c'est-à-dire dans quelle mesure c'est facile d'interagir avec ce partenaire virtuel-là. Et aux deux extrêmes de ce tableau, on a le robot industriel qui a priori ne ressemble pas à un humain, et a priori vous n'avez pas non plus de grande familiarité à interagir avec, à moins que vous soyez ouvrier qualifié. Et puis à l'opposé, on a un humain en bonne santé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas mieux en termes d'apparence humaine qu'un humain, et a priori vous n'avez pas de raison de ne pas vouloir interagir avec cette personne-là. Et on pourrait penser initialement que passer du robot industriel jusqu'à l'humain en bonne santé, ce serait une relation linéaire, c'est-à-dire que plus
on augmente l'apparence humaine de nos partenaires virtuels, plus c'est facile d'interagir avec eux. Et au début, c'est assez vrai, c'est-à-dire que si on commence à partir du robot industriel, puis on passe vers Wall-E, vous allez peut-être être plus à l'aise d'interagir avec Wall-E, puis encore plus C3PO. Mais sauf qu'il arrive un moment critique où si on augmente l'apparence humaine, et ben en fait, vous n'êtes plus du tout à l'aise pour interagir avec les partenaires virtuels. Et ça s'appelle la vallée de l'étrange. C'est-à-dire qu'on va avoir ça, par exemple, c'est plus humain que C3PO. A priori, vous n'avez pas trop envie d'interagir avec, quoi. Et plus ça va, plus c'est quick-pee, en fait. Et donc nous, c'est quand même, donc c'est quelque chose d'assez intéressant, mais c'est quelque chose qu'on veut éviter parce que nous, on est dans le but de recréer des interactions sociales, c'est pas de vous mettre mal à l'aise, quoi. Donc voilà, ça, on tombe en fait dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. En théorie, on peut en sortir, c'est-à-dire qu'il y a une théorie scientifique qui dit que si on arrive à vraiment reproduire la réalité humaine, et ben en fait, on peut sortir de la vallée de l'étrange. Donc pour l'instant, c'est plus de la science-fiction, mais c'est possible. Et voilà. Et ce phénomène-là, ça s'appelle la vallée de l'étrange. Donc, pour résumer, l'importance quand on utilise des partenaires virtuels, c'est de créer des interactions réalistes, tout en faisant attention à ne pas vous mettre mal à l'aise. Et pour finir, donc un petit sommaire de l'impact de notre recherche avec mon équipe, c'est tout d'abord, on met en avant l'importance des interactions sociales. Et si les 3 années de Covid nous ont appris une chose, c'est quand même que c'est quand même plus sympa d'être là ensemble que sur Zoom. On essaye aussi de donner de la voix aux gens qui ont des troubles des interactions sociales, par exemple des personnes avec autisme, qui eux, ont peut-être une définition complètement différente de ce que c'est vraiment interagir. Et puis, finalement, ces recherches-là auront sûrement un impact dans nos vies futures parce que plus ça va, plus on va devoir interagir avec des partenaires virtuels, avec l'augmentation et l'augmentation de la qualité des programmes d'intelligence artificielle, en graphique et en réalisme d'interaction. Donc je pense que ce sera de plus en plus difficile de définir si la personne en face de nous, c'est vraiment une vraie personne ou c'est un partenaire virtuel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ces recherches à Rome et à Montréal, et vous pour votre attention. Ah oui, il y a des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, je peux en lancer une première. Ah, oui. Oui, En fait, les questions vont toutes se passer ici. On a un petit micro, c'est vrai, j'aurais dû le spécifier. On a parlé dans le niveau social et j'aimerais savoir, est-ce que selon toi, il pourrait limite avoir des utilités aussi dans d'autres sphères, comme, je sais pas moi, dans le jeu vidéo? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait finir par être commercialisable d'une certaine manière? Je sais que c'est peut-être complètement à côté de la plaque, mais ça m'intéresse sur le... Je ne suis pas un expert des jeux vidéo, mais la réponse qui me vient comme ça, avec le développement de certains algorithmes, moi je ne joue pas trop aux jeux vidéo, mais je sais quand même que la définition de certains open world, c'est qu'il y a des personnages non joueurs. Sauf que là, avec le développement de certains algorithmes, on va se rendre compte que ça va plus être il n'y aura plus vraiment de personnages non joueurs, ou en tout cas, ce sera plus juste le genre de personnage qui dit 50 fois la même phrase à chaque fois qu'on passe devant. Donc, je pense qu'il va y avoir moyen de créer des mondes à l'intérieur des jeux vidéo qui se comportent plus ou moins comme des vraies personnes et qui ne seront pas genre codés de façon très systématique, mais plutôt genre qui vont respecter certaines lois de la cognition humaine. Merci beaucoup. Merci. Salut, merci pour ta présentation. J'avais une question par rapport à la vidéo que tu as présentée. Dans la vidéo, la personne essaie de se synchroniser avec l'intelligence artificielle, puis là, j'avais l'impression qu'elle l'utilisait comme une roulette. Oui. Peut-être pas. Ou ça peut-être. C'est un joystick. C'est un joystick, ok. Mais c'est ça, je me questionnais par rapport à ça. C'est quoi l'intérêt? Je ne connais pas du tout, c'est pas du tout mon domaine. C'est quoi l'intérêt de tester le synchronisme avec quelque chose on dirait qui est aussi loin de la réalité, de bouger ta main puis de te synchroniser, alors que la roulette puis bouger ta main, c'est vraiment différent. Oui. Alors bon, ces protocoles-là de réalité virtuelle, ça se basait quand même sur pas mal de recherches qui montraient que si on arrivait à... j'arrive pas à penser au mot français pour dire embody. Incorporer un avatar virtuel qui en fait, ce qu'on faisait avant que l'interaction, c'est qu'on mettait les gens debout et ils mettaient leur casque de réalité virtuelle. Et puis en fait, le corps virtuel, il était synchronisé, il était cohérent avec le tien. Donc déjà, tu commences, et il y a un shift de la cognition qui fait que tu crois que c'est un peu ton corps. Donc je ne sais pas si vous connaissez par exemple
l'illusion de la main en gomme, des choses comme ça. Si on plante un couteau dans ta main virtuelle, tu vas retirer ta vraie main. Donc en fait, on arrive à quand même recréer. Le cerveau est assez flexible là-dessus. Et si tu lui dis que ça c'est ton corps pendant 5 minutes, il va le croire. Donc déjà, ça aide quand même à recréer une simulation plus ou moins réaliste. Et puis, on avait fait pas mal de recherches sur... c'est vrai que c'est bouger la main versus bouger un joystick, mais en fait, pour lever les doigts dans l'interaction, c'était le même planning moteur que tes doigts réels. Donc en fait, si tu voulais lever ton index, tu devais appuyer sur ton index, et si tu devais lever ton majeur, tu devais appuyer sur le bouton du majeur. Donc il y avait quand même un mapping assez propre. Après, c'est sûr que c'est pas exactement la même chose. On essaie de jongler avec plusieurs limitations, mais ouais. Y aurait-tu un avantage à avoir tenir quelque chose qui est comme en forme de doigt, puis là, c'est ça que tu déplaces vraiment dans l'espace plutôt que de déplacer un joystick? Ben, l'ajout d'outils à la main, en fait, on tape dans un autre level de cognition. Okay. C'est plus la même chose. Il y a vraiment une distinction entre ton corps et ton corps avec un outil, en termes de représentation corporelle. Okay. Je te remercie beaucoup. Merci. Question rapide. Dans l'exercice que vous faisiez faire aux gens, c'est quoi l'avantage du virtuel alors qu'il y aurait pu y avoir une personne en avant qui déplace son doigt tout simplement? Eh bien, l'avantage du virtuel, c'était que notre partenaire virtuel était programmé pour, dans 10-15% des cas, changer son comportement de façon inattendue. Et en fait, on avait fait des tests et on avait essayé de le faire faire à des vrais humains, et c'était catastrophique. Parce que si on vous demande de faire une erreur, en fait, c'est pas du tout naturel. Vous allez penser qu'à ça, et ça va pas être très joli. J'ai un peu de réverb. Donc c'était ça l'intérêt justement de la réalité virtuelle, c'est qu'on pouvait faire des choses aux partenaires virtuels qu'on n'arrivait pas à recréer systématiquement chez des humains. En tout cas, pas suffisamment pour que on puisse analyser 30 personnes de la même façon. J'imagine que votre logiciel le fait de manière aléatoire à des moments précis. Oui, voilà, c'est ça. C'était complètement aléatoire, mais on voulait un minimum d'essais où l'avatar faisait quelque chose d'inattendu. Excellent, merci. Merci beaucoup. Allô. C'est un peu grand, mais c'est pas grave. J'ai une question en fait plutôt au niveau du concept. Si on veut étudier les interactions sociales, à quel point est-ce qu'un échange avec un avatar ou quelque chose un partenaire virtuel, c'est vraiment une interaction sociale? C'est une bonne question. J'ai fait sauter une slide 1 heure avant le talk. Donc il y a un autre aspect de comment designer des partenaires virtuels. C'est aussi le test de Turing non verbal qu'on fait plusieurs fois sur nos tests. Donc le test de Turing, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais c'est une espèce d'axiome de l'intelligence artificielle qui dit que si un algorithme arrive à faire croire à un humain qu'il est en train d'interagir avec un autre humain, et ben en fait l'algorithme passe le test de Turing. Nous, c'est un test de Turing non verbal, c'est-à-dire que si on fait croire aux gens, quand ils sont dans la réalité virtuelle, que de temps en temps, ils sont en train d'interagir avec un autre humain qui est en train de faire la même tâche qu'eux, et que de temps en temps, c'est un algorithme, et qu'après, on leur demande, vous pensez que c'était un humain ou un algorithme? Et dans la plupart du temps, les gens sont au moins confus, si ce n'est, ils pensent que c'est souvent un humain en face, quoi. Donc déjà, ça, c'est quand même plutôt un bon point pour nous. Et en fait, dans notre définition la plus minimaliste de l'interaction sociale, ça, c'est assez pour nous. C'est-à-dire que si on a même l'hésitation, même si on dit je crois que peut-être c'était un humain en face de moi, et ben nous on considère que c'est déjà une interaction sociale. Parce qu'en fait on ne se comporte pas de la même façon si on sait qu'il y a un humain derrière. C'est ça. Ce que je me demandais aussi, c'est comment on fait pour contrôler les biais. Lesquels? Parce que je sais pas, je connais rien du tout en neurosciences, je sais pas comment ça se passe dans le cerveau, mais je me dis que potentiellement si on sait, on a conscience qu'on a un robot entre guillemets en face de nous, on va peut-être pas se comporter de la même manière que si c'est vraiment un humain. C'est pour ça qu'on crée justement cette confusion. On leur dit pas qu'ils sont en train d'interagir avec un robot. On leur dit vous êtes en train d'interagir avec quelqu'un qui est en train de faire la même action que vous de l'autre côté, quoi. Et même si des fois ça ne marche pas à 100%, le fait qu'il y ait suffisamment de confusion ou que même dans 50% des cas, ils pensent qu'ils sont en train d'interagir avec un humain, déjà on tape vraiment sur de la cognition sociale. Ok, merci. Merci.